Il sera tout simplement question de la sauvegarde de l'environnement dans l'agriculture pluviale, cas du bocage sahélien avec l'ONG Terre Verte Burkina Faso. C'est ça? C'est ça. Voilà, donc pourriez-vous en quelques mots, monsieur, nous présenter votre structure et sa place dans le concert des OSC au Burkina Faso? Alors, Terre Verte est une ONG donc, qui a travaillé depuis depuis 1989 avec une association intervillage de Guié dans l'Oubri-Tenga et qui, avec cette association, a travaillé à l'élaboration du concept de bocage sahélien. D'accord. Et ensuite, Terre Verte, qui est une ONG française, s'est installée en 2001 au Burkina Faso. D'accord. Et à partir de là, nous avons travaillé à l'extension du concept avec d'autres associations intervillages. Et ils sont maintenant au nombre de 5 associations rurales intervillages avec lesquelles nous travaillons et qui sont principalement dans la moitié nord du Burkina. D'accord. Super bien, là c'est clair. Vous parlez du bocage sahélien. Que se cache-t-il derrière ce terme peu courant au Burkina Faso? Donc le bocage, en fait, c'est une adaptation de l'agriculture à la dégradation d'un milieu. C'est-à-dire que dans le milieu, le paysan a besoin d'arbres, il a besoin d'espace pour ses animaux, pour le pastoralisme, il a besoin de terres à cultiver. Et quand ces terres se dégradent, en fait, il y a un moment où on peut se retrouver avec des sols nus, avec des sols sans herbe, désertifiés, avec une perte énorme au niveau de la foresterie. Et en fait, l'idée du bocage, c'est de réassocier dans un même endroit la forêt par la haie vive et par les grands arbres. Et à l'intérieur de ce maillage de haies vives, de refaire l'agriculture et l'élevage, mais sous forme de protection. D'où le nom moré du bocage, c'est Wegoubri, ce qui signifie en fait entourer la brousse, protéger la brousse et clore les champs et les espaces pastoraux afin que la nature, il y a vraiment une harmonie entre la nature et les besoins des agriculteurs. Super, là c'est clair maintenant. Comment tout cela s'articule-t-il sur un terrain? Alors, sur le terrain, en fait, il y a donc souvent le bocage pourrait être fait de façon individuelle, mais pour des raisons d'économie d'échelle, en fait, le bocage va surtout être fait sur des zones assez importantes. Des zones de 100 à 150. Actuellement, nous sommes même sur une zone de plus de 300 hectares d'un seul tenant. Donc, les agriculteurs, les paysans s'associent pour faire un véritable remembrement, un repartage des terres, tout en y associant l'aménagement. Donc, l'essentiel, c'est-à-dire que les gens résolvent le problème foncier et en même temps, ils vont aménager les chemins, les accès, et puis surtout que chaque champ soit entouré d'une diguette qui va garder l'eau de la pluie là où elle tombe, et ces diguettes vont être doublées de haies vives. Donc ces haies vives vont permettre à la fois de protéger la diguette, de garder des animaux et puis aussi de produire le bois nécessaire aux activités humaines, le bois, les fruits, les feuilles, tout ce qui est nécessaire. Et à l'intérieur de ce système va se développer l'agriculture et l'élevage. Alors l'élevage va rentrer à l'intérieur du bocage, mais d'une manière rationnelle. Ce n'est plus la divagation des animaux, mais les animaux vont rentrer et principalement à l'aide de la technique de la clôture électrique. C'est-à-dire c'est un fil électrique qui va en fait permettre de garder les animaux là où on veut les garder. On appelle ça aussi un berger électrique dans certains pays. C'est-à-dire que l'électricité qui est sur le fil fait que les animaux restent à l'intérieur du cercle que l'on a déterminé. D'accord. Là, c'est bien fait. Et donc, qui dit activité sur les terres dit aussi question foncière. Et donc, comment le bocage sahélien gère-t-il avec cette épineuse question? Alors, oui, la question est très épineuse, surtout quand on s'approche des villes, mais quand même aussi dans les campagnes profondes. Et en fait,
le système du bocage sahélien, on peut en fait, le concept tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, on peut un peu le comparer au lotissement des villes. D'accord. Donc, vous voyez, quand on a loti, bon, on a un peu arrêté les lotissements ces dernières années, mais quand on a loti les villes, ne serait-ce que le quartier où nous sommes, en fait, on a tracé des routes. Effectivement. On a réparti des parcelles selon les besoins nécessaires. Donc, en fait, on fait la même chose que le lotissement d'une ville, le principe du lotissement d'une ville, mais appliqué à la campagne, au monde rural. Donc, en fait, là, bon, c'est surtout dans les parties de culture, pas encore très peu dans les parties d'habitation, mais dans les parties de culture, on fait des champs qui soient assez idéaux, à la fois pour la culture, le travail manuel ou le travail avec la machine et le tracteur. D'accord. Et à partir de là, maintenant, il y a une entente qui va se créer entre les agriculteurs, c'est-à-dire entre ceux qui sont en général les propriétaires aussi, mais pas toujours. Donc en fait, les gens doivent d'abord s'entendre entre eux avant de venir vers nous. C'est-à-dire qu'en fait, on aménage qu'à la demande. Et quand la demande est confirmée, quand l'entente est confirmée, et tout cela se fait à travers un processus qui inclut en fait des réunions publiques. C'est-à-dire que si un groupe d'agriculteurs, parce qu'en général, bon, si vous travaillez sur 100, 150 hectares, ça va faire 30 à 40 familles. Et donc ces familles, en fait, ça pourrait être des gens du village qui s'approprient une partie du village. Donc pour que le processus soit juste et équitable, en fait, tout commence toujours par une réunion publique sur la place du village. Et après, quand les gens vont identifier le terrain qu'ils veulent aménager, quand ils vont se répartir les terres, parce qu'ils font une réattribution des terres, quand ils vont faire cette réattribution des terres, tout est précédé d'une réunion publique. Et le jour où on est sur le terrain, pour ces grandes décisions, eh bien, toute personne du village, ou des villages voisins parfois, parce qu'il y a des périmètres d'aménagement qui peuvent impliquer plusieurs villages, et donc c'est ouvert à tout le monde. Donc de ce fait, bon, jusqu'à ce jour, nous sommes à peu près à 2000 hectares aménagés. Bon, c'est peu en fait, hein. En 30 ans... C'est déjà un pas. 2000 hectares en 30 ans, nous on estime que c'est une goutte d'eau. Hein, mais l'essentiel, c'est que ça a permis la mise au point d'un concept qui maintenant peut se développer. Donc vous voyez, et sur ces 2000 hectares que nous avons aujourd'hui, en fait, nous n'avons pas de problème foncier majeur entre les propriétaires. Et alors sur certains, pas partout, sur certains, on est arrivé même à pouvoir associer les éleveurs Peul à l'exploitation de la prairie à l'intérieur des périmètres. C'est pas évident partout, hein, mais on y est arrivé dans la région de Kaya. Super bien. Et donc là, la thématique touche vraiment le monde rural, et c'est très bien, parce que le développement aussi, ça doit partir du monde rural, c'est très important. Et donc, quelles sont les perspectives d'avenir pour cette méthode de développement agricole? Alors, les perspectives d'avenir, bon, déjà, il y a au niveau des implantations que nous avons, donc j'ai peut-être développé un petit peu. En fait, j'ai parlé d'associations intervillages. C'est-à-dire que dans chaque zone où nous travaillons, tout ce que nous faisons appartient, enfin, la terre appartient toujours aux paysans, bien sûr, mais les actions sont articulées autour d'associations intervillages. C'est-à-dire que ce sont des villages qui se regroupent en associations, avec bien sûr des représentants de chaque village, avec tout un mécanisme de représentation, et qui va aboutir à un conseil d'administration, à un bureau exécutif. Et cette association va être propriétaire de ce qu'on appelle une ferme pilote bocagère. C'est-à-dire c'est une sorte de base vide, d'endroits où il y a des bureaux, des logements, des magasins, une pépinière. Et en fait, à cet endroit-là, ça va être la base qui va servir en fait pour opérer dans les villages, hein, parce qu'il faut des techniciens, il faut du matériel. Donc ces fermes pilotes bocagères sont en fait la cheville ouvrière des associations intervillages, et en symbiose avec l'ONG Terre Verte,
ces fermes pilotes vont agir avec les paysans pour l'aménagement et aussi pour l'accompagnement des agriculteurs après l'aménagement. Parce qu'après l'aménagement, il y a la mise en valeur de la haie vive, l'entretien, il y a beaucoup de choses qui interviennent après. Donc il faut rester sur place dans le long terme. Et aussi, on travaille aussi, comme j'ai un petit peu évoqué, sur les routes. Donc on travaille aussi sur les routes à l'intérieur du village, les routes entre les villages, ce qu'on appelle les chemins ruraux. Et puis aussi, nous travaillons dans l'aménagement des boulis. D'accord. Donc des petits lacs collinaires qui vont permettre de garder les eaux là où on ne peut pas les garder par des simples diguettes. Super. Donc tout ce travail en fait qui s'articule autour des associations intervillages, en fait il y a d'autres villages, groupes de villages candidats dans d'autres régions du Burkina qui s'intéressent à la méthode et qui viennent vers nous et tout doucement nous construisons ensemble ces projets locaux pour pouvoir vraiment développer l'agriculture et restructurer les paysages pour les adapter en fait à tout ce contexte de désertification. Super bien. Et donc on est aussi beaucoup en lien avec les institutions, principalement le ministère de l'Agriculture, mais aussi le ministère de l'Environnement. Et donc de concert avec eux, nous travaillons aussi à le mettre en valeur au niveau national. D'accord. Et aussi, vous voyez, on a parlé de copropriété. En fait, la copropriété foncière rurale, c'est un concept qui, enfin, d'après nos recherches, n'existe même pas ailleurs dans le monde. Il y a des sociétés foncières rurales, mais un concept de copropriété, c'est-à-dire que chacun est chez soi, mais ce chez soi va s'inclure dans un commun qui est avec les espaces, les chemins, et sans oublier que en fait tous ces espaces que nous aménageons sont tous entourés d'un grillage. Parce que s'il n'y avait pas un grillage qui entourait ces grands périmètres, en fait il y aurait toujours la divagation du bétail. Effectivement. Parce que la divagation du bétail, c'est vraiment le problème numéro 1 de la dégradation de l'environnement. Merci.